Chers amis auditeurs de Radio Rumuri, bonjour. Et je vous dis aussi bonjour à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez via notre chaîne YouTube. Et je vous dis à tous bonjour et bienvenue. Vous êtes avec votre humble serviteur Célestin Sevahire. Aujourd'hui, nous avons encore, oui, je dis encore, parce que, chers invités, vous avez déjà habitué à nos auditeurs de nous accorder au moins une interview à chaque sortie d'un de vos pavés. Oui, prêtez-moi ce mot, le pavé de vérité que vous jetez courageusement dans la mare du mensonge qui constitue vraiment l'essentiel de la doxa internationale et je vous en remercie. Donc, la radio Rumuri alors, faisons remarquer que le mot Urumuri en Nyarwanda veut dire lumière. Et j'espère que vous allez nous aider à mettre un peu de lumière dans cette obscurité que les autorités de Kigali essayent de... D'ailleurs, jusqu'à présent, avec un succès un succès relatif grâce à la complicité de ce que nous avons l'habitude d'appeler la communauté internationale. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez nous aider vraiment à mettre un peu de lumière dans cette obscurité, dans cette noire obscurité que Kigali essaie de mettre sur l'actualité en général et sur ce qu'ils font évidemment. Donc aujourd'hui, chers amis auditeurs de Radio Rumuri, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir dans nos studios un invité dont la renommée est à la hauteur de ses recherches et publications. Il s'agit évidemment de Monsieur Charles Onana. Monsieur Charles Onana, bonjour et bienvenue sur Radio Rumuri. Bonjour et merci à vos auditeurs et vos téléspectateurs. Oui, je vous remercie. Permettez-moi, d'abord, avant de commencer, monsieur Charles Onana, avant de commencer vraiment, permettez-moi de vous présenter brièvement. Je prendrai 2-3 minutes pour vous présenter aux auditeurs de Radio Rumuri, parce que j'ai remarqué que j'ai jeté un œil sur votre page Wikipédia et j'ai été vraiment, telle n'a été ma surprise de voir comment sur 2-3 ans, votre page Wikipédia a été modifiée et modifiée vraiment suivant la doxa de Kigali. Peut-être que vous allez en dire un mot tout à l'heure, mais j'ai été étonné vraiment de voir le changement qu'il y a eu entre 2018, 2019 et au moment où nous parlons en 2023. Vous allez peut-être nous en dire un petit mot tout à l'heure, mais permettez-moi quand même de vous présenter vraiment brièvement. Donc, je dois évidemment avouer qu'il est difficile de présenter M. Charles Onana de façon exhaustive, car cet intellectuel franco-camerounais a travaillé sur des sujets aussi variés, passionnants que brûlants. Brûlants, j'ai même envie de dire des sujets dangereux. Bah, disons tout simplement que M. Charles Onana est avant tout un journaliste d'enquête, un journaliste d'investigation, un politologue et un essayiste hors pair. Il s'est surtout fait connaître par ses écrits concernant le génocide au Rwanda et le rôle du régime dirigé par le président rwandais Paul Kagame dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs africains. Mais n'oublions pas qu'il est également connu pour son travail pionnier sur l'histoire des tirailleurs africains de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a dirigé l'Organisation panafricaine des journalistes indépendants, au sein de laquelle il a mené une enquête sur l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Charles Onana a publié en 2003 un ouvrage sur le rôle et l'action des soldats africains pendant la Seconde Guerre mondiale et a dénoncé l'injustice de pension dont ils sont victimes par rapport à leurs camarades de combat métropolitains. En juin 2005, il a organisé à Rennes, dans la Somme, une journée commémorative à l'honneur des soldats africains morts pour la France et du capitaine Charles Tchorere, qui était officier français d'origine gabonaise, tué à Rennes par les nazis en 1940. Ce qui lui a même valu le privilège d'être fait citoyen d'honneur dans la commune d'Arène. Monsieur Charles Onana est aussi le biographe de différentes personnalités noires, telles que l'écrivain et premier prix Goncourt noir René Maran. Et dans son livre, c'était Joséphine Baker, il a enquêté sur un pan méconnu dans la vie de Joséphine Baker, à savoir son engagement dans
le contre-espionnage pour le compte du général de Gaulle dès 1940. Donc Charles Onana est également l'auteur de beaucoup de livres concernant les conflits dans la région des Grands Lacs africains. Et d'ailleurs, c'est un des derniers qu'il vient de publier, justement, constitue le sujet de notre émission d'aujourd'hui. À la sortie de son premier livre, Les secrets du génocide rwandais, dans lequel il affirme que Paul Kagame est l'organisateur de l'attentat contre deux chefs d'État africains, à savoir le président Juvenal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira du Burundi, ainsi que leurs proches collaborateurs, Paul Kagame et l'État rwandais ont porté plainte pour diffamation devant la 17e chambre à Paris. Ils seront déboutés pour cause de prescription en juin 2002. Une seconde plainte est déposée quand paraît la deuxième édition de ce livre. Cette fois-ci, Kagame décide de retirer sa plainte après le dépôt de preuves du journaliste dans lesquelles preuves montraient clairement que ce qu'il avait affirmé dans son œuvre avait un fondement irréfutable. Monsieur Onana disposait en effet d'une liste de témoins dont le journaliste qui pour le moment est décédé, donc feu Pierre Payan, et le colonel belge Luc Marchal, commandant des casques bleus belges au Rwanda en 1994. Après que le chef d'État rwandais eut abandonné le procès en 2002, M. Charles Onana a poursuivi ses enquêtes, en particulier sur la présence et l'action de l'armée de Paul Kagame en République démocratique du Congo. Et ces enquêtes ont abouti au livre intitulé « Ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise ». En 2005, M. Charles Onana a dirigé un colloque sur l'attentat contre l'avion des présidents rwandais et burundais, ainsi que tout l'équipage et les autres. Et de ce colloque, évidemment, est sorti le livre intitulé « Silence sur un attentat, le scandale du génocide rwandais », publié en avril 2005 aux éditions du Boaris. Faisons remarquer en passant que ce colloque réunissait entre autres le colonel Luc Marchal, commandant en chef des casques bleus belges au Rwanda justement, maître Jean Degli, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda, et Juan Carrero, militant des droits de l'homme. En 2017, M. Charles Onana a obtenu son diplôme évidemment de doctorat en sciences politiques à l'université Jean Moulin Lyon 3, avec une thèse de doctorat intitulée « Rwanda, l'opération turquoise et la controverse médiatique » de 1994-2014. Analyse des enquêtes journalistiques, des documents secrets défense et de la stratégie militaire. Et d'ailleurs, ce travail qu'a dirigé Jean-Paul Joubert lui a servi à rédiger le livre qu'il a publié en 2019, à savoir Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlaient. C'est celui-là que j'ai en main pour le moment. Donc, on ne pourrait pas vraiment énumérer tous les livres qu'il a écrits, mais permettez-moi quand même d'en citer quelques-uns. Une bonne vingtaine, on va dire. Donc, il a d'abord écrit Les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d'un président, écrit avec Deo Moussaïdi en 2002. Deo Moussaïdi qui est pour le moment est en prison au Rwanda, qui a été vraiment écopé d'une réclusion à vie, juste pour avoir essayé de dire la vérité, avoir essayé de lever un pan sur l'autre partie de la vérité dont on ne parle pas au propos justement des massacres qui ont eu lieu dans notre pays, le Rwanda. En 2002, il a publié Enquête interdite. En 2003, il a publié La France et ses tirailleurs. En 2005, Les secrets de la justice internationale, enquête truquée sur le génocide rwandais. Évidemment, en 2005, je l'avais tout à l'heure, Le silence sur un attentat. Et en 2006, Édition menacée, livre blanc sur l'édition indépendante. Et puis en 2006 encore, il a appelé Pourquoi la France brûle, la racaille parle. Et puis en 2006 encore, vraiment, c'était une année prolifique, 2006. Hein. Joséphine Baker contre Hitler, la star noire de la France. Noir, blanc, beurre, 1940-1945, libérateur de la France, toujours en 2006. Encore une fois en 2006, Une vie de lion, avec Roger Mila, donc au préface de Pelé,
le post-fac de Steph Blatter. Et puis en 2006, il a publié Le racisme français, le communautarisme blanc menace la République. Et encore une fois, en 2007, il a publié René Marant, le premier Goncourt noir, 1887-1960. En 2008, il a publié Les voyous de l'Arche de Zoé, enquête sur un kidnapping d'enfants. En 2009, Ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise. Et puis en 2010, Al-Bachir et Darfour, la contre-enquête. En 2011, Côte d'Ivoire, le coup d'État. C'est un livre qui a été préfacé par Thabo Mbeki, qui a été le président de l'Afrique du Sud. Alors, en 2012, Europe, crime et censure au Congo. En 2014, la France dans la terreur rwandaise. En 2015, Palestine, le malaise français. Et puis, Rwanda, vérité sur l'opération turquoise en 2019. Et il y a aussi quelques livres que vraiment, je vais m'arrêter ici parce que vraiment la liste est longue, Monsieur Charles Onana. Et avant de commencer notre émission, je voudrais vous poser une petite question à propos de... J'ai vu tout à l'heure que sur Wikipédia, on a modifié vraiment drastiquement votre présentation. Comment avez-vous vécu cette situation, Monsieur Charles Onana? Parce que moi, entre ce que j'avais consulté en 2019, 2018, lorsque nous avons fait nos premières émissions, et aujourd'hui, il y a un changement drastique, Monsieur Onana. Comment trouvez-vous ce changement brusque et inattendu? Ben, écoutez, c'est tout à fait dans la logique de ceux qui ne veulent pas que la vérité se sache et qui, puisqu'ils n'arrivent pas à tuer le message, ils se battent pour salir le messager. Ils ont un vrai problème avec moi. Ils ont pris quasiment possession de ma page Wikipédia. C'est eux qui la remplissent, c'est eux qui la rédigent. Et donc, quand les gens vont sur la page Wikipédia, parce qu'ils savent que la plupart des gens, quand ils entendent parler d'un auteur ou de quelqu'un, ils vont d'abord sur sa page Wikipédia. Et donc, pour eux, la page Wikipédia me concernant est devenue en quelque sorte leur pressbook. C'est à travers cette page-là qu'ils diffusent toutes les contre-informations me concernant pour amener les gens vraiment à me prendre pour le plus grand monstre que les gens n'ont jamais connu dans l'histoire de l'écriture sur les questions africaines et géopolitiques. Et à partir de ce moment-là, ils espèrent que les gens vont aussi me détester et en même temps ne vont pas lire mes ouvrages. C'est vraiment la logique qui est la leur et ça montre effectivement à quel point ces gens ont problème avec la vérité et tous les réseaux français, en fait, de Kagame se sont mobilisés sur ma page Wikipédia pour la détruire, pour la salir et pour que effectivement les gens me déconsidèrent. Donc, je considère, pour moi, ça ne me dit pas grand-chose parce que je me moque éperdument de ce qu'ils font et c'est pas le fait d'aller remplir ma page Wikipédia qui va changer la qualité de mon travail. Et ce n'est pas, et les gens qui lisent mes livres, ils sont beaucoup mieux renseignés que ma page Wikipédia. Donc, ils peuvent l'occuper, ils peuvent la rédiger. Je me moque éperdument de ça et c'est vraiment leur problème. Oui, justement, vous parlez justement qu'ils veulent vraiment essayer d'arrêter qu'on lise vos livres. Et pourtant, la réalité nous prouve le contraire. La preuve, c'est que à la sortie de votre dernier Holocauste au Congo, Omerta dans la communauté internationale, la France complice, même pas 10 jours, même pas une semaine après, on était à rupture de stock déjà. Ce qui me prouve que finalement, plus ils acharnent pour essayer de vous faire taire, plus les gens en sont curieux et viennent essayer de voir la vérité. Vous ne trouvez pas que c'est surtout, ils vont plutôt avoir l'effet inverse. Donc le fait de s'acharner contre vous va avoir l'effet inverse, M. Charles. Ben écoutez, tant mieux si ils ont un résultat contraire à celui qu'ils recherchent. Eh bien, je pense que il y a un proverbe en Kinyarwanda, je crois, qui dit que la vérité traverse le feu sans se brûler. Et donc Exactement. là, Vous commencez à parler le Nyarwanda maintenant. On dit Kuri Guchamuzi Ko Nigusha. C'est exactement ce que vous avez dit. La vérité traverse le feu et ne se brûle jamais. Ça, c'est vrai.
Non, vous avez tout à fait ça. Vraiment, félicitations pour votre apprentissage du Kinyarwanda. Venons-en maintenant au livre qui nous intéresse pour le moment. J'allais dire à votre dernier né. Euh, Commençons par le titre d'abord. Vous avez choisi le mot Holocauste au Congo. Arrêtons-nous d'abord là. Est-ce que pourquoi vous avez choisi ce mot Holocauste? Parce que moi, dans mon subconscient, dans mon intelligence, chaque fois qu'on parle d'Holocauste, je pense directement au Shoah, donc au génocide des Juifs. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos détracteurs vont justement sauter sur l'occasion pour dire que vous avez comparé les théories qui se déroulent en RDC ou dans la région des Grands Lacs à son crime suprême que le génocide contre les Juifs et attaquer, vous commencez à vous dire que vous êtes négationniste en comparant ces deux théories, M. Ochelonana? Non, pas du tout. Je pense d'ailleurs que ce sont les Tutsis du Rwanda qui comparent ce qu'ils ont vécu avec ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais comparé cela. C'est eux, par contre, qui comparent leur situation avec celle des Juifs. Donc, moi, je ne me sens pas concerné par cette lecture des événements ni par cette vision des choses. En revanche, je pense que le titre qui a été choisi avec l'éditeur et qui a beaucoup insisté également sur ça, correspond tout simplement à ce que vit le peuple congolais depuis 30 ans. C'est-à-dire que depuis 30 ans, il y a un programme, un projet d'extermination des Congolais chez eux. Les Congolais n'ont jamais participé à la guerre du Rwanda et n'ont jamais traversé la frontière pour aller tuer les gens en 94 au Rwanda. En revanche, le FPR et les troupes de Kagame ont traversé plusieurs fois la frontière pour commettre des crimes au Congo, se sont même emparés du pouvoir au Congo et notamment de l'état-major, donc James Kabarebe qui est actuellement au Rwanda et qui était ministre de la Défense et ministre et chef d'état-major, est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Et pendant cette période-là, il y a eu une extermination des populations au Congo et cette extermination se poursuit jusqu'au moment où nous parlons. Donc, je pense que, écoutez, on comptabilise, selon plusieurs estimations, on comptabilise déjà la mort ou les massacres à plus de 10 millions de Congolais. Donc, vous avez plus de 10 millions de Congolais qui sont tués dans leur pays. Mais comment on peut appeler ça? Pour moi, c'est un holocauste pur et simple. Et je crois que je ne suis pas le seul à le penser. Kofi Annan, déjà à l'époque, qui était le secrétaire général de l'ONU, considérait que eh bien, la tragédie qui est commise à l'est du Congo peut être considérée comme un génocide. Il y a eu également M. Gersony, qui était un envoyé, un enquêteur des Nations Unies, qui a également dit la même chose. Le rapport Mapping a dit également à peu près la même chose. Donc, vous voyez que avant que je ne parle de l'Holocauste, il y a beaucoup de gens qui sont très prestigieux qui ont considéré que ce qui se passe en République démocratique du Congo peut être considéré comme un génocide. Alors, il appartient aujourd'hui à ceux qui commettent les crimes au Congo et les viols. On comptabilise plus de 500 000 femmes violées, d'après le docteur Denis Mukwege. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive aux Congolais? Qu'on constate que ce qui leur arrive est un holocauste. Donc, moi, je considère, selon la définition même de ce terme, que l'extermination préméditée, organisée sur le territoire congolais est rien d'autre qu'un holocauste. Donc, c'est à eux autres de nous démontrer le contraire. Venons-en maintenant à la deuxième partie du titre, parce que rien que le titre, déjà la façon dont il est formulé, on voit vraiment, c'est tout un programme. Quand vous dites l'omerta de la communauté internationale, parce que ça, c'est vraiment, j'aimerais que vous nous expliquiez un tout petit peu, parce qu'avant d'entrer vraiment dans l'intérieur du livre, parce que déjà, quand on lit ça, l'omerta de la communauté internationale, d'un côté, il y a l'Holocauste et l'omerta. Est-ce que par quoi est-ce que vous basez-vous, presque sur quoi vous basez-vous pour vous affirmer qu'il y a l'omerta, que cet holocauste est passé sous silence, justement? Sur quels éléments vous basez-vous pour affirmer, affirmer ceci, M. Charlona? Alors, je peux partir simplement des événements du Rwanda. Les événements du Rwanda, qu'est-ce qu'on nous a dit en 1994? Qu'il y a eu entre 500 000 et 1 million de personnes tuées au Rwanda.
et toute la presse internationale s'est mobilisée. On a vu également le Conseil de sécurité des Nations Unies envoyer plusieurs enquêteurs sur le terrain. On a vu également un tribunal pénal international créé en l'espace de 6 mois sur ce qui s'est passé au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez de nombreux ouvrages qui continuent de paraître sur ce qui se passe, ce qui s'est passé au Rwanda. Vous avez eu de nombreux chercheurs qui se sont mobilisés pour euh, critiquer ce qui a été fait par les autorités rwandaises à l'époque, et même pour critiquer l'ensemble de la société rwandaise de manière générale. Bon, alors, vous avez d'un côté 500 000 morts à 1 million qui provoquent un tollé dans le monde entier, et vous avez 10 millions, je répète, 10 millions de Congolais qui sont tués, et il ne se passe rien. Vous avez plus d'une dizaine de rapports des Nations Unies qui démontrent que non seulement on commet des crimes contre l'humanité, des atrocités au Congo, et que ceux qui commettent les atrocités sont encore ceux qui pillent les richesses du Congo, et vous n'avez aucune sanction, vous n'avez aucune critique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en plein dans une situation d'omerta, c'est-à-dire le type de silence qui ne règne que dans l'univers de la mafia. Et c'est pour cela que j'ai parlé du silence, de l'omerta de la communauté internationale. Bah, je c'est clair. Et là, j'en arrive maintenant à la dernière partie du titre de votre livre. La France est complice, très important, avec point d'interrogation. Est-ce que vous pensez, parce que lorsqu'on regarde la façon, l'évolution à travers, si on parle par exemple de 1990 à aujourd'hui, on évalue, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe le comportement de la France dans ce problème de la région des Grands Lacs, à partir du Rwanda surtout jusqu'au Congo, on a eu tellement de changements, tellement de revers de costume, de revers de veste, tellement de changements qu'on se pose des questions. Est-ce que vous pensez que la France serait finalement complice ou c'est la question que vous posez tout simplement? Qu'est-ce que vous pensez de cette complicité de la France dans cette omerta, dans ce silence qui entoure qui entoure cet holocauste, M. Charles Nana? Bon, écoutez, je suis parti d'un constat très simple. Pour avoir travaillé moi-même sur les accusations qui ont été portées contre la France, que j'ai considérées comme des accusations qui étaient injustes en ce qui concerne le Rwanda en 1994. Bon, j'ai fait un travail sur ce plan qui était un travail, je crois, sérieux, très sérieux, un travail, je dirais, approfondi pour examiner les accusations portées contre les militaires de l'opération turquoise une à une. J'ai constaté, par exemple, que pendant que je faisais ce travail-là, je dirais, les gouvernements français successifs n'ont pas jugé nécessaire de défendre leurs militaires qui étaient victimes de ces accusations. Donc, à travers le silence des autorités françaises, beaucoup de gens ont fini, en Afrique par exemple, par confirmer effectivement que les militaires français ont commis des atrocités. Or, ces accusations ont été contredites par les Américains, qui étaient les principaux adversaires de la France dans ces événements-là. Donc, comment expliquer que les Américains disent que les Français n'ont pas commis de génocide, ne sont pas impliqués dans le génocide, etc., mais les autorités françaises laissent les accusations contre l'armée française prospérer. Y compris, on a vu des plaintes être déposées en France sur ces événements. Et ces plaintes-là, pour la plupart, sont conclues par des non-lieux et des acquittements. Donc, comment expliquer une telle situation et malgré ces acquittements et ces non-lieux, eh bien, aucun gouvernement français ne parvient à conforter les militaires dans l'idée qu'ils sont innocents. Au contraire, on voit, c'est à ce moment-là qu'on voit des très hautes autorités françaises comme le président Nicolas Sarkozy aller au Rwanda, déclarer que la France a été coupable et a commis des fautes et sans nous dire exactement les fautes qui ont été commises à cette époque-là. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi effectivement l'évolution de M. Sarkozy, que le même M. Sarkozy disait en 1994, quand il était porte-parole du gouvernement d'Édouard Balladur, que la France était très bien comportée pendant l'opération turquoise. Alors, quelle est donc
de mon point de vue, le Nicolas Sarkozy qu'il faut écouter. Est-ce celui de 1994 qui dit que la France n'a pas commis des fautes, qui s'est bien comporté? Est-ce celui de 2010 qui va venir nous dire, 2007, etc., qui va venir nous dire qu'en fait, finalement, la France a commis des fautes sans énumérer ces fautes-là? Donc, on se retrouve devant une situation qui est tout à fait incompréhensible, illogique, incohérente. Et je découvre, et c'est ça qui va m'amener à répondre à votre question précisément, c'est que le même Nicolas Sarkozy va faire une déclaration en 2010 devant les ambassadeurs en disant que, eh ben, le Congo doit partager ses richesses avec le Rwanda. Alors, évidemment, cette déclaration a provoqué un tollé chez les Congolais qui n'ont pas compris comment le président français, qui est parfaitement au courant que les troupes de Paul Kagame, depuis 1994, sont rentrées au Rwanda, entrent au Rwanda, mènent des incursions au Rwanda. En 97, ont pris le pouvoir au Congo et que ces troupes massacrent des populations civiles à l'est du Congo. Comment ce président français peut venir dire que les Congolais doivent partager leurs richesses avec ceux qui sont en train de commettre des massacres dans leur pays, c'est-à-dire les Rwandais? Et à aucun moment, on entend M. Nicolas Sarkozy critiquer l'attitude du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. On a vu encore très récemment le même Nicolas Sarkozy aller fêter son 66e anniversaire au Rwanda à Kigali. Écoutez, quand vous avez ce genre de comportement, vous êtes obligé de vous demander si la France de Nicolas Sarkozy, par exemple, n'est pas complice de ce qui se passe au Congo. Et c'est Oui. pour cela que on a formulé la question de cette façon-là. Oui, je pense que c'est vraiment, on ne peut plus clair. On va y revenir quand on va aborder le sujet de la géopolitique, parce que on a constaté que après la visite du président Macron en RDC, tout quelques jours après, il y a Sarkozy qui s'y est rendu aussi pour faire quoi? Ça, c'est un autre mystère. On va y revenir. Donc, maintenant, venons-en maintenant à l'œuvre en elle-même. Évidemment, je vous dis, chers auditeurs de Radio Lumuri, qu'on ne va pas vous révéler tout le contenu du livre. D'abord, c'est pas possible parce que c'est un document, c'est un livre de plus de presque 500 pages. On n'oserait pas vous livrer le contenu dans une émission d'une heure et demie maximum. Mais, par contre, et puis aussi, il faudra vous donner la curiosité de le lire, de l'acheter, de le lire. Tout à l'heure, je disais que déjà quelques jours après sa parution, on était en rupture de stock, mais j'espère que pour le moment, vous avez pris les mesures adéquates pour qu'on ne tombe plus en rupture de stock, parce que apparemment, il est recherché, ce livre, parce qu'il contient, et avec raison, parce qu'il contient beaucoup d'éléments qui sont constructifs. Donc, le livre que vous avez partagé vous avez divisé en deux parties. Et la première partie qui parle de la stratégie, vraiment, on va dire la stratégie utilisée par le FPR, en réalité on visait le Congo, mais les gens qui étions moi-même inclus, y compris, qui étions au Rwanda, sont malades dans les années 1990, et c'est parce que c'est là que nous avons connu la guerre chez nous au Rwanda. Mais en réalité, l'histoire avait commencé déjà avec Museveni en Ouganda déjà. Mais on n'a jamais, vraiment, moi je parle en ce qui me concerne personnellement, et pourtant, à ce moment-là, j'étais âgé de, 26, 25, 26 ans, mais je n'ai jamais considéré la guerre de 1990 chez nous au Rwanda comme une des étapes qui vise en réalité à la RDC. Vraiment, je me suis imaginé tout en me disant, c'est les anciens royalistes qui veulent revenir au pouvoir, ce qui s'est avéré vrai, évidemment, par la suite. Les événements ont fini par me donner raison. Mais vraiment, cette partie, que c'était vraiment une des pièces du puzzle, mais qui visait principalement la RDC, cela m'avait échappé. Mais j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez un tout petit peu cette stratégie que le FPR a utilisée. Peut-être on verra qu'il n'était pas seul, qu'il y avait des aides derrière, ceux qui le soutiennent, mais j'aimerais quand même que vous expliquiez un tout petit peu cette stratégie qu'a mise en place le FPR avec Paul Kagame, qui visait réellement le Congo. Vraiment, essayez de nous expliquer ça un peu de moi, M. Charles Onana. Écoutez, les choses sont très simples. Vous n'êtes pas seul à n'avoir pas
vu ou perçu les choses comme ça. Même les Congolais n'imaginaient pas que leur pays était dans le collimateur du FPR et de Museveni. J'ai rencontré plusieurs dirigeants congolais qui m'ont expliqué que ils voyaient des choses qui étaient suspectes, notamment dans l'attitude de Paul Kagame et de Museveni. Mais c'est en 94, après l'attentat contre l'avion du président et la masse de réfugiés qui venaient au Congo, qu'ils ont commencé quand même à se poser des questions. Mais ce qui s'est passé est très simple, c'est que lorsque le FPR s'est retrouvé à aider Museveni à prendre le pouvoir, l'objectif pour eux était quand même de rentrer au Rwanda, reprendre le pouvoir qu'ils avaient perdu en 1959. Et dans cette stratégie, ils se préparaient à l'action militaire. C'est pour cela qu'ils étaient rentrés dans la rébellion aux côtés de Museveni. Et après être entrés dans cette rébellion aux côtés de Museveni, une fois que Museveni a remporté la victoire militaire sur Ogote, ils se sont installés en Ouganda, ils sont devenus des éléments de l'armée régulière ougandaise, ils y ont fait leur classe pour préparer l'invasion du Rwanda en 90. Ils ont échoué dans un premier temps, mais ils se sont durablement installés dans la partie nord du pays pour pouvoir arriver à atteindre leurs objectifs. Et je rappelle quand même que non seulement en 90, ils disaient déjà que leur objectif était de renverser le président Habyarimana, et en 94, ils l'ont renversé, mais ils se sont mis à nier qu'ils n'étaient pas à l'origine de l'attentat contre l'avion, que ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion du président, ils n'ont rien à voir avec ça. Et quand on a un journaliste de la BBC avait posé la question à Kagame en disant mais pourquoi vous n'aviez pas le droit de tuer le président, il a dit que lui se moquait du fait que le président Habyarimana soit mort. Mais quand vous relisez les propos de Kagame lorsque le livre qui lui a été consacré par François Misser en 1995, il expliquait dans ce livre que l'attentat était sa priorité. Donc, vous voyez bien que ce monsieur, il n'a pas de problème avec le mensonge, comme beaucoup de gens qui appartiennent à son mouvement. Il mente comme il respire, ce n'est pas du tout un problème. Mais ce qui est très, très important à noter, c'est que dans les années 60 déjà, c'est-à-dire après avoir perdu le pouvoir au Rwanda, après que la monarchie a perdu le pouvoir au Rwanda en 1959, dans les années 60, particulièrement en 1964, une partie des gens qui étaient proches de la monarchie, qui avaient perdu le pouvoir, se sont retrouvés dans la rébellion de Moulélé au Congo. Donc, ils envisageaient déjà, ils posaient des actions de déstabilisation à la fois contre le Rwanda, mais également contre les institutions du Congo. Et c'est ça que j'ai essayé de rapporter dans le livre pour que les gens se rendent compte que ce qui va se passer contre le Congo en 1997, c'est quelque chose qui est préparé depuis les années 60. Ils avaient depuis les années 60 envie de s'emparer du pouvoir qu'ils avaient perdu au Rwanda, mais ils avaient aussi envie de gouverner l'ensemble de toute cette région-là. Et on peut simplement être troublé quand on regarde les faits sur la façon dont les choses se sont déroulées dans le temps et la coïncidence entre les différents témoignages qui ont été faits, parce que j'ai eu quand même beaucoup de confidences de beaucoup de personnes qui m'ont expliqué pendant toutes ces années il y a une minorité Tutsi au Rwanda, au Burundi et en Ouganda qui veut s'emparer du pouvoir dans toute la région. Et donc, j'étais tout à fait comme vous, comme beaucoup de gens, je pensais que c'était quelque chose de totalement irréaliste, mais on est obligé, plus de presque 50 ans après, de constater quand même la situation troublante entre ce projet et la réalité. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment étonnant. En parlant justement, je dois dire vraiment au titre de la Dune, que quand ils vont acheter ce livre, ceux qui ne l'ont pas encore acheté, qu'ils vont le lire, ils vont vraiment tomber sur des informations sur lesquelles vraiment ils vont tomber par terre
Par exemple, on a longtemps critiqué l'opération turquoise, donc là, les Français qui sont intervenus au Rwanda, mais on n'a jamais entendu parler d'une certaine intervention ou d'un certain déploiement des militaires anglo-saxons. Moi, franchement, je l'ai découvert en lisant ce livre, M. Charlona. Est-ce que vous avez des informations sur lesquelles il y aurait eu un déploiement militaire anglo-saxon au Rwanda, M. Charlona? Mais c'est très simple. C'est en consultant les archives du président Clinton et les archives du Pentagone que j'ai découvert effectivement que l'opération Support Hope, qui était une opération humanitaire d'après le président Clinton, avait vocation, semble-t-il, à aller sauver des gens au Rwanda. Je rappelle qu'au mois de juillet, août 1994, il n'y avait plus rien à sauver au Rwanda. La plupart des Rwandais avaient fui le pays. Ils étaient à l'extérieur, certains en Tanzanie, d'autres au Burundi, d'autres en Ouganda, d'autres, la majorité en République démocratique du Congo. Donc, il n'y avait plus d'action humanitaire à mener en réalité au Rwanda. L'essentiel de l'action humanitaire a été concentré dans la période de l'opération turquoise, c'est-à-dire à partir du 22 juin jusqu'à la fin enfin mi-août à peu près. Et c'est à cette période-là qu'il fallait aller intervenir pour sauver les populations. Et les États-Unis ont refusé de participer à l'opération turquoise, mais ont créé leur propre opération humanitaire parce que cette opération humanitaire sous Pol Pot échappait totalement au contrôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors que l'opération turquoise était le fait d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et était contrôlée par, je dirais, l'ensemble des États qui participaient à cette mission et que d'autres États, notamment même les États-Unis, pouvaient contrôler ce qui se passait au sein de l'opération turquoise. Donc, j'ai découvert en examinant les rapports du Pentagone, mais aussi de la CIA, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de rapports à l'intérieur de l'administration américaine sur effectivement cette opération Support Hope qui était vendue comme une opération humanitaire, mais en réalité qui était une opération politico-militaire. Pourquoi? Parce qu'elle répondait non seulement à une volonté de formation et de renforcement de la stabilité du régime de Kigali, c'est ce qui est dit dans le rapport du Pentagone. Un officier américain, je le dis dans le livre, explique très clairement que l'objectif de cette mission était de stabiliser le Rwanda, donc le nouveau régime. Et à la suite de cette stabilisation, les armes et les militaires, tout le dispositif qui avait été installé en Ouganda a été rapatrié au Rwanda. Et l'attaché militaire américain qui était à Kinshasa est revenu à Kigali au Rwanda pour préparer la formation des troupes de Paul Kagame à l'invasion du Congo. Donc, le schéma a été bien préparé et a été parfaitement cohérent. Et moi, je ne suis tombé sur, je dirais, ces éléments de preuve pour expliquer et mettre à la disposition du public la façon dont les choses ont été préparées et exécutées. Oui, je vous remercie. Justement, là, vraiment, je voulais juste révéler ou expliquer un tout petit peu parce que ceux qui veulent vraiment en connaître plus, en savoir plus, vraiment, je les envoie vraiment au livre lui-même parce que c'est un livre on ne peut plus passionnant, avec beaucoup de révélations et preuves à l'appui, avec des documents à l'appui. Vraiment, j'aimerais inviter vraiment les auteurs de Radio Lumni d'aller voir ce livre. Mais on va continuer quand même à en toucher un mot pour aiguiser justement la curiosité des études de Radio Rumuni. Parce que, par exemple, si vous expliquez un tout petit peu, évidemment, là, on entre dans le vif du sujet de ce qui constitue l'Holocauste. Là, vraiment, vous expliquez de long en large, en détail, la façon dont, ce que vous avez appelé la traque des génocidaires. Ou la Libye de Kagame, c'est la Libye, vous continuez en expliquant vraiment la façon de le Mobutu, évidemment, la chute de Mobutu, et le projet dont on parlait tout à l'heure, le projet de la Pilima, évidemment, qui se met tout doucement en place. On va y revenir lorsqu'on va commencer à voir la géopolitique pour voir vraiment un peu plus large. Vous voyez que nous avançons pas par pas pour voir vraiment une vision globale de ce qui se trame dans cette région d'ailleurs. D'abord la région des Grands Lacs africains, mais je pense qu'on verra plus tard dans l'émission que
le projet est beaucoup plus large que cette région elle-même. Donc, je voulais quand même que vous nous expliquiez un peu de mots vraiment sans trop révéler, révéler ce qui est dans le livre, la façon dont il y a eu, on va appeler ce qu'on a appelé la traque des génocidaires et la prise du pouvoir, qui a abouti à la prise du pouvoir vraiment à Kinshasa. Vous en avez touché un mot tout à l'heure en disant que Kabarebe s'est retrouvé chef d'état-major à Kinshasa, mais surtout en insistant sur le fait que toutes ces opérations ont entraîné des milliers, non, des centaines de milliers, non, des millions de morts, ce qui constitue évidemment le titre que vous avez bien expliqué tout à l'heure, Holocauste. Essayez vraiment de nous expliquer ce déroulement qui va de la traite des génocidaires ou à Libye jusqu'à la prise du pouvoir, mais en laissant derrière cette opération des millions de cadavres, monsieur Charles Onana. Écoutez, c'était simple. J'ai eu du mal moi-même à imaginer le niveau de cynisme qui a été fait parce que beaucoup je dirais, de chercheurs ou de dirigeants d'organisations humanitaires ont dit pendant longtemps, depuis 1994, que le Congo était victime de dégâts collatéraux ou du génocide rwandais. Mais ce n'est pas exactement cela. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu génocide au Rwanda que les réfugiés rwandais se sont retrouvés sur le territoire congolais. Ce n'est pas exactement cela. Ça peut paraître, ça a toutes les apparences de ça, mais ce n'est pas cela. Pour le comprendre, il fallait revenir sur la méthode qui a été utilisée par le FPR pour s'emparer du pouvoir au Rwanda. Et quand vous revenez sur l'analyse de la stratégie militaire, cette méthode consistait tout simplement à... Là-bas, vous avez vu que quand le FPR a attaqué par le nord, ils sont allés du côté est du pays. Ils ont poussé les populations, harcelé militairement les populations qui étaient dans les régions de l'Est, en les poussant vers le centre du pays. Déjà, les attaques du FPR depuis 90 vers le nord avaient vocation à pousser les populations vers Kigali. Et vous savez très bien qu'il y a eu énormément de populations déplacées à l'intérieur du pays qui se sont retrouvées aux abords de Kigali. Et en 1994, ils ont parachevé cette action, sachant qu'une grande partie des populations étaient déjà vers Kigali, mais ils sont partis vers l'Est. Ils ont fermé la frontière avec la Tanzanie après avoir massacré beaucoup de gens à la frontière tanzanienne. Ils en ont également massacré beaucoup à la frontière avec le Burundi et ont poussé les Burundais à fermer leurs frontières et en même temps que le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda, les nouvelles autorités rwandaises, c'est-à-dire le FPR, dans son avancée militaire, a également bouclé la frontière avec le Burundi. Donc, qu'est-ce qui restait aux populations rwandaises? C'était de se diriger massivement vers l'est du Congo, notamment en passant par Goma et par Bukavu. Et vous avez été, bon, parmi la plupart des réfugiés qui fuyaient donc vers le Congo, vers le Zaïre, vous avez vu que soit on passait par Bukavu, soit on passait par Goma, ou alors on allait directement mourir dans le lac, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Et en poussant les populations vers le lac, ils savaient très bien que la majorité des populations, les enfants, les femmes, qui allaient mourir là-bas, c'était une façon de soustraire la majorité de la population rwandaise. Donc, le président Kagame a réussi deux choses en même temps, c'est-à-dire réduire la population majoritaire du Rwanda par la mort violente, la mort brutale, en les incitant vers le lac, en tuant beaucoup, en massacrant beaucoup à l'arme lourde et en poussant la même majorité dans les camps de réfugiés aux Zaïre. Et lorsqu'il a été question de ramener ces populations aux Zaïre, le président Kagame non seulement ne voulait pas que ces populations reviennent aux Zaïre, mais il a fait mieux que cela. Ils ont rapatrié de force un certain nombre de Rwandais avec l'aide du HCR, ces populations qui ont été massacrées à leur arrivée au Rwanda et ceux qui ont pu refuir à nouveau pour repartir à l'est du Congo ont été
bombardés dans les camps de réfugiés au Congo. Donc, on voyait bien que tout cela n'était pas le fait d'une affaire de dégâts collatéraux, etc. C'était quelque chose qui était organisé, planifié. Et j'en ai pour preuve un des rapports que j'ai retrouvé de l'envoyé spécial de l'Union européenne, M. Adoyelo, qui a dit très clairement que dans les discussions qu'il avait eues avec M. Kagame et plusieurs autres pays membres, que ce soit les Tanzaniens, les Ougandais et d'autres, l'objectif de M. Kagame était que la majorité des réfugiés rwandais qui avaient quitté le pays restent dans leur pays d'exil et ne reviennent plus au Rwanda. Donc, quand vous regardez la réalité, c'est à peu près ce qui s'est réellement passé. Cela leur a permis de profiter du fait que les populations que le FPR de Paul Kagame avait poussées à l'est du Congo soient considérées de façon globale comme des génocidaires. Donc, on avait des bébés qui étaient considérés comme des génocidaires. On avait des femmes enceintes qui étaient considérées comme des génocidaires. On avait des vieillards de 70, de 80 ans, etc., qui étaient considérés comme des génocidaires. Bref, tout le monde était considéré comme génocidaire parce que le but de faire de ces gens des génocidaires était de permettre au FPR de mener des incursions contre les prétendus génocidaires à l'est du Congo. Et les États-Unis, enfin, les membres de l'administration Clinton ont adopté également ce vocabulaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'ils ont mené l'opération Support Hope, prétendant aller sauver les populations, moi, au Zaïre, moi, je me suis dit, mais quelle population l'administration Clinton va aller sauver au Zaïre, puisqu'ils considèrent ces gens comme étant des génocidaires. Donc, est-ce qu'ils seraient en mesure d'aller sauver des génocidaires qui se trouvent sur le territoire du Congo? On a vu effectivement que lorsque ces populations ont été bombardées, les États-Unis n'ont absolument rien dit. L'ensemble de la communauté internationale n'a plus parlé de non-respect des conventions de Genève. Madame Emma Bonino, qui s'était déplacée, qui était la commissaire européenne chargée des droits de l'homme, qui s'était rendue par exemple à Tingi à l'est du Congo, elle a dit que ce qui s'était passé là-bas était un scandale. Et Madame Emma Bonino a été sévèrement critiquée par beaucoup de diplomates européens et occidentaux sur cette affaire-là. Donc là, on s'est retrouvé devant une situation où la violation des conventions de Genève n'était plus en quelque sorte quelque chose de grave, c'était plutôt normal de violer la convention de Genève en allant tuer, massacrer les réfugiés et les personnes qui sont retrouvées en exil à l'est du Congo. Voilà en quelque sorte ce que j'ai pu constater et que j'étais obligé un peu de rapporter assez fidèlement sur le fondement des faits et des rapports que j'ai découverts. Oui, je vous remercie vraiment pour cette précision. Encore une fois, vraiment, je ne dirais pas assez. Vraiment, si on veut beaucoup plus de précision et surtout des preuves, c'est ça vraiment l'originalité de vos œuvres d'ailleurs. Hein. Ce sont vraiment des œuvres de recherche parce que n'oublions pas, rappelons-le que vous êtes un journaliste d'investigation, un politologue et puis un essayiste qui avance sur base des preuves à l'appui, vraiment des documents. J'ai vu que dans la page, à partir de la page 400, dans les annexes, à partir de la page, on va dire 400 combien, attends, je vais voir, que vous avez au moins une bonne cinquantaine de pages, si pas plus, où vous montrez les preuves, c'est-à-dire vraiment vous donnez si vous avez par exemple des lettres, vous avez des copies de ces lettres. Si vous avez des déclarations, vous donnez des copies, des annexes de ces déclarations. Tout ça, vraiment, je vous renvoie à ce livre, vraiment, pour que vous puissiez le lire, pour voir vraiment. Je pense que même moi, même qui suis d'origine rwandaise, qui suis rwandais d'origine, j'ai vu beaucoup d'informations qui m'étonnait, parce que je me dis, ouais, comment est-ce qu'il a pu avoir toutes ces informations? Par contre, j'aimerais quand même essayer d'étayer ce que vous avez dit. Lorsque nous étions dans les camps de réfugiés, moi j'étais dans le camp de réfugiés d'Inera, au sud du Kivu, tout près de Bukavu, j'étais étonné, justement, je me suis posé la question, j'étais étonné avec les gens originaires de la commune de Rusumo, à Kibungo. À Rusumo, c'était vraiment pile poil à la frontière avec la Tanzanie. Je me suis dit, comment se fait-il que quelqu'un qui était, ouais, même de Byumba, au nord du pays, vraiment tout près de la frontière du Ouganda, je me suis retrouvé dans les camps de réfugiés à l'ouest du Rwanda, c'est-à-dire à l'est du Congo,
avec les gens. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés en Tanzanie? Moi, je m'étais posé la même question, mais maintenant je commence à comprendre. Pourquoi je me suis retrouvé avec les gens d'Orusumo. La commune d'Orusumo, vraiment, l'ancienne commune d'Orusumo, c'est vraiment à la frontière avec la Tanzanie. Oui, la Je n'ai pas Tanzanie. compris comment ils avaient préféré traverser toute la préfecture de Kibungo, aller à travers la préfecture rurale de Kigali, aller à Gitarama, Kibuye ou du Congo, tous ces préfectures-là pour se retrouver à Tchangougou aussi et se retrouver à l'est du Congo, alors que ils avaient fait quelques mètres, quelques kilomètres au maximum pour aller en Tanzanie. Vraiment, c'est en lisant ce livre que je comprends pourquoi je me suis retrouvé avec les habitants de Rusumo à l'est du Congo. Ça, c'est de un. De deux, vous avez dit que Kagame voulait vraiment que les gens restent, soit restent en RDC pour qu'ils puissent aller les tuer là-bas. Parce que je me rappelle bien qu'en janvier 1995, moi, j'ai eu la chance d'arriver en Centrafrique, à Bangui, en Centrafrique. Et le président qui était au pouvoir à ce moment-là, c'était Ange Félix Patassé, qui lui-même avait été réfugié longtemps au Togo. Et il nous avait donné vraiment le feu vert. Il nous a dit, tous les réfugiés qui vont pouvoir arriver en Centrafrique, je leur accorde de l'asile. Non seulement je leur accorde de l'asile, mais je vais aussi les aider, je leur donner des terres, ils vont cultiver, ils vont s'installer. Je me rappelle bien que au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ça j'ai suivi moi-même, à ce moment-là j'étais en Centrafrique, on a attaqué le président centrafricain en disant qu'il ne favorisait pas le retour des réfugiés rwandais chez eux parce qu'il leur accordait l'asile beaucoup trop loin de la frontière du Rwanda. Et le monsieur a été coincé au niveau du Conseil de sécurité. Il a dû arrêter. Il y a même certains qui me suivent maintenant qui étaient en Bangui dans les années 1995, début 96. Ça avait même refoulé des réfugiés rwandais qui arrivaient à Zongo, c'est à la frontière de la RDC et du Congo. On les a refoulés. Pourquoi? Parce que justement, je pense que, là, je comprends maintenant que et la stratégie qui était derrière. Il fallait absolument que les réfugiés restent là-bas pour qu'on puisse, évidemment, et même pas une année après, justement, on les a attaqués, on les a massacrés là-bas. Ça, c'est de une. De deux, je me rappelle bien, j'aime bien raconter cette histoire. J'ai un ami qui est arrivé à Kisangani, justement, parce qu'on a essayé tous les moyens déjà. Depuis 95, on essayait vraiment d'aller le plus loin de la frontière rwandaise parce que on avait comme ce pressentiment, on avait ce flair en disant que c'est pas fini. En plus, Kagame, il le disait lui-même dans ses discours à Nyarwanda, son malin. Il disait, ils croient qu'ils sont allés trop loin ici, tout près, chez nous, à la frontière. Je vais les rejoindre là-bas, je vais les tuer. Même, après, il a même dit, nous regrettons de ne pas en avoir tué au maximum. Même ceux qui nous ont échappé. Ah, vraiment, ça fait une colère. Comme quoi, nous, on lui avait échappé, il n'avait pas pu nous exterminer tous. C'est dans son discours à Nyarwanda qu'il a dit ça. Donc, son monsieur, on est en train de voir Kisangani, le monsieur nous a dit, vous allez où? On a répondu, on va à Bangui. Il m'a dit, vous allez courir dans son monde vous sera trop petit pour vous cacher. C'est le moment qu'il a utilisé ça me rappelle justement quand je vois le livre de Michaela Wrong, Assassins sans frontières. Effectivement, pour le moment, on se rend compte que même ici en Belgique, au Canada, on ne saura pas échapper au président Kagame. Il peut venir avec ses escadrons de la mort pour nous poursuivre. Donc, les massacres, l'Holocauste continue, monsieur. Donc, c'est vraiment pour essayer de renforcer ou alors de vous dire sur base de ce que moi, personnellement, j'ai vécu et qui rentre dans ce que vous avez affirmé dans ce livre, monsieur Charles Onana. Donc, c'était vraiment, ça c'est vraiment la partie, on va pas vraiment tout révéler parce que justement, il faut garder la curiosité pour que les gens puissent vraiment venir lire ce livre. Mais j'aimerais quand même toucher un petit mot sur ce que vous avez appelé les Banyamulenge parce que toutes ces attaques, toutes ces guerres qu'on a livrées en RDC, d'abord Zaïre puis RDC, ils ont eu plusieurs images, plusieurs facettes. Tantôt, c'est pour chasser c'est pour traquer les génocidaires. Tantôt, c'est pour éviter que le FDLR ne menace la sécurité rwandaise. Tantôt, c'est pour défendre les Congolais, rwandophones ou pas, mais qui sont d'origine Tutsi. Ça, on l'a entendu aussi. Tantôt, vraiment, on a connu tellement d'explications pour essayer tellement de facettes aux différentes guerres qu'ils ont menées en RDC, qu'on est finalement, on est perdu.
j'aimerais quand même que vous nous disiez un petit mot sur ce que vous avez les Banyamulenge ou histoire fabriquée au Kivu. Vraiment, il y a notamment deux, trois figures qui ressortent vraiment de ce que vous affirmez. Un certain, par exemple, Ruberwa, ou alors un certain Munda, pour que vraiment les gens comprennent toute, j'allais dire, toute la machination qui est derrière toute cette théorie, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Parlez-nous un tout petit peu vraiment des Banyamulenge et surtout d'un certain Ruberwa ou de certains Munda. Et vraiment, comme ça, le reste, les Mutubesi et M23, on va y revenir tout à l'heure, mais pour que vraiment les gens qui suivent Radio Rumuni pour le moment puissent voir où jusqu'où cette machination vraiment va pour qu'ils puissent vraiment, surtout les Congolais qui nous suivent, c'est pourquoi je fais cette émission en français, je vais la donner aussi aux Congolais pour qu'ils puissent voir vraiment et prendre conscience de ce qu'ils vivent, de ce qui se trame derrière tout ce qu'on vous montre comme M23, Banyamulenge et tout ça. Parlez-nous un tout petit peu vraiment de ces Banyamulenge et leur histoire fabriquée, et ainsi que au moins d'un certain Robert Roy Ngunda, M. Charles Onana. Bon, vous savez, moi j'étais déjà un peu expérimenté dans la façon de faire du FPR parce que, comme vous savez très bien, le FPR ne parle jamais du début. Dans ce qui concerne les événements du Rwanda, le FPR ne parle jamais de ce qui s'est passé entre 1990 et 1993. Ils n'aiment pas parler de cette période-là parce que pour eux, la tragédie du Rwanda commence en 1994 avec le génocide des Tutsis. Bon, ils ne parlent pas du fait que dès 1990, ils ont lancé une offensive militaire avec l'objectif de changer, de renverser le régime Habyarimana. Ils ne parlent pas, ils ne parlent plus de ça. Donc c'est comme si c'est un événement qui n'a jamais existé, alors que leurs propres communiqués sont disponibles et qu'on peut voir, écouter, suivre leurs déclarations. Donc j'ai vu effectivement le phénomène, la problématique Banyamulenge se développer au Congo avec une certaine cohérence dans le mensonge, notamment le fait que dès 1996, les Banyamulenge, donc ce qu'on appelle les Tutsis congolais, qui sont partis déjà dès 19... D'ailleurs, beaucoup le disent, hein, que ce soit M. Wimbika et d'autres, ils écrivent très clairement qu'ils étaient partis dans l'armée patriotique rwandaise pour porter main forte à Kagame, dans l'armée patriotique rwandaise. Bon, pour une affaire qui concernait les Hutus et les Tutsis du Rwanda. Donc, si vous êtes Congolais, quel est l'intérêt pour vous de quitter le Congo pour aller prêter main forte aux Tutsis qui se battent au Rwanda contre les Hutus du Rwanda? Bon, là, on a vu déjà que, en fait, leur première attitude, c'était ça. La deuxième chose, c'est qu'ils ont commencé en 96 à dire qu'ils étaient victimes de discrimination au Congo. Et en 1997, ils ont participé à la chute du maréchal Mobutu. Et en participant à cette chute du maréchal Mobutu, des gens comme Bissi Makara et d'autres, etc., ont occupé des postes de responsabilité, notamment des ministères régaliens, comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, etc. Donc, il y a eu énormément je n'ose pas parler de James Kabarebe, comme j'ai dit au début de l'émission, qui était devenu chef d'état-major de l'armée congolaise, étant lui Tutsi rwandais. Donc, les Congolais ont eu comme patron les forces terrestres, des forces aériennes, des forces navales, etc., un Rwandais qui aujourd'hui se trouve au Rwanda. Donc, c'était quand même curieux à l'époque. Donc, ces gens-là, ils ont dit tout simplement le fait qu'ils étaient Tutsis devait leur donner le droit d'occuper des postes de responsabilité très élevés au Congo, au détriment d'autres Congolais. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le Congo a plus de 450 groupes ethniques là-bas. Donc, ce n'est pas comme au Rwanda où il n'y a que 3 groupes. Donc, on peut s'emparer de tous les postes de pouvoir au Rwanda avec 3 groupes. Bon, ça peut paraître insignifiant pour ceux qui soutiennent le FPR, même si ce n'est pas équitable, mais au Congo, c'est quand même quelque chose de totalement inédit, où une minorité, les Pygmées, dans l'armée congolaise, ou en tout cas dans les hautes fonctions de l'administration congolaise, n'ont personne.
Donc, comment comprendre qu'en 1997, quand il renverse le président Mobutu, ils disent qu'ils sont victimes de discrimination, ils s'emparent des postes de responsabilité, y compris dans l'armée, et des Tutsis rwandais viennent occuper des postes dans l'armée congolaise, ça ne dérange personne. Il réitère cela en 98, lorsque Laurent Désiré Kabila, le président du Congo, trouve que ces gens sont devenus envahissants et qu'ils occupent des postes importants dans la haute administration et dans l'armée congolaise. Et il demande à ces gens de rentrer chez eux. Il lui déclare la guerre. Et qu'est-ce qui va être soulevé comme argument? Eh bien, les discriminations contre les Banyamulenge. En 2004, lorsque Laurent Kunda va mener des massacres de masse et son collègue Jules Mutebouissi vont commettre des massacres de masse à l'est de la RDC, l'argument sera encore les droits des Banyamulenge et le refus, la discrimination contre les Banyamulenge. Et moi, je me suis posé la question de savoir si pour résoudre un problème de discrimination, si discrimination il y a, la seule méthode, c'est de prendre des armes et de massacrer des populations civiles qui ne vous ont rien fait et le plus souvent qui vous ont même accueilli en 1959, par exemple, lorsque les Tutsis ont perdu le pouvoir au Rwanda et qui se sont retrouvés réfugiés au Congo. Les Congolais les ont accueillis chaleureusement. Beaucoup de Tutsis à l'époque ont même reçu des bourses du gouvernement zaïrois et beaucoup sont devenus des personnalités importantes au Rwanda par la suite, alors qu'ils ont bénéficié des bourses congolaises ou zaïroises. Donc, j'ai constaté que il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'examiner, de faire des recherches, et je découvre donc dans les archives de la MONUC que Laurent Kunda, par exemple, qui disait se battre pour les Banyamulenge au nom des Banyamulenge, et qui a massacré beaucoup de gens en République démocratique du Congo pour les Banyamulenge, pour les droits des Banyamulenge, eh bien, c'est la MONUC qui dit que M. Laurent Kunda n'est pas congolais, il est rwandais. C'est un rapport spécial qui fait 10 pages et j'ai mis ça à la disposition des Congolais pour qu'ils comprennent que celui qui disait être Banyamulenge n'est rien d'autre qu'un Rwandais. Et aujourd'hui, Laurent Kunda, il se trouve au Rwanda. Si effectivement il était Congolais, mais il devrait aller assumer ses responsabilités au Congo. Et j'ai entendu à l'époque, lorsque on demandait que M. Laurent Kunda soit jugé au Congo pour les crimes qu'il a commis, d'ailleurs Adoyelo, qui était le représentant de l'Union européenne, c'est Mme Mushikiwabo. Minya ne peut pas être jugé au Congo parce qu'il n'y a pas de garantie. Il y a encore la peine de mort au Congo. Et moi, je me suis demandé, mais de quoi se mêle-t-elle si il y a la peine de mort au Congo? Quelqu'un qui dit qu'il est congolais, qui a commis des crimes au Congo, mais qu'on laisse les Congolais juger M. Laurent Kunda. Peut-être que M. Laurent Kunda sera acquitté, peut-être qu'il sera condamné, mais on ne peut pas préjuger déjà de la condamnation de M. Laurent Kunda et au Rwanda, alors que les mêmes Rwandais sont entrés au Congo, commettre des crimes de masse et retourner chez eux. C'est le cas de M. Kabarebe. J'ai essayé simplement d'apporter cette sorte d'escroquerie qui a été organisée en se fondant ou en se servant du génocide massacrer les Congolais chez eux et pour essayer d'occuper des postes de très haute responsabilité au sein de l'État congolais et des forces armées congolaises. Merci vraiment, vous nous parlez brièvement, justement, encore une fois, je le répète, vraiment pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus avec des preuves, je ne répéterai pas assez, parce que dans la page 443 jusqu'à la page 483, vous ne faites que nous donner, justement, c'est les annexes qui nous montrent, qui mettent en évidence vraiment tout ce qui prouve, qui montre les documents à l'appui, les dossiers à l'appui qui prouvent ce que vous avancez dans ce livre. J'aimerais quand même, parce que si nous avons parlé des massacres qui sont vraiment ignobles et inouïs, qui ont coûté la vie à plus de 10 millions. Pour le moment, on parlait de 10 millions, mais à mon avis, on en est plus loin aussi.
Mais il y a aussi une autre partie des violations des droits de l'homme, à savoir les viols des femmes. Parce que si, avec le docteur Mukwege, il comptabilise plus ou moins 500 000 femmes violées d'une façon vraiment insupportable. J'aimerais quand même que vous nous en touchiez un petit mot à propos de cet aspect où le docteur Mukwege, lui, parle du viol comme arme de guerre. J'ai eu la chance d'assister à une de ces conférences, justement, où il parle des viols comme arme de guerre. J'aimerais vraiment que vous nous touchiez un mot vraiment sur cet aspect où les femmes vraiment sont utilisées comme, oui, comme l'arme de guerre, tout simplement, pour la destruction de la famille, la destruction de la femme elle-même, la destruction de la société, tout simplement. Je voudrais vraiment que vous nous touchiez un mot parce que c'est très important et puis ça constitue aussi l'un des volants importants de ce livre, M. Charles Onana. Écoutez, la question du viol en RDC est une question d'une gravité extrême. C'est-à-dire que les gens n'imaginent pas que le viol n'est pas simplement, comme dit le docteur Mukwege, une arme de guerre. C'est une arme de destruction massive, mais c'est une stratégie d'élimination des individus. Je m'explique. Quand vous voyez les méthodes qui sont utilisées dans le viol des femmes, où on met des objets dangereux dans leur organe génital, lorsque vous voyez le niveau de destruction des appareils, de l'appareil génital de la femme congolaise face aux miliciens et aux mercenaires de l'armée de Paul Kagame, vous comprenez que non seulement on fait tout pour que ces femmes-là n'aient plus envie un jour d'avoir des enfants, mais on fait tout pour que ces femmes-là quittent immédiatement leur territoire où elles ont toujours vécu. Donc, c'est une stratégie qui consiste à les partir des terres qui leur tiennent ou qui appartiennent à leurs parents pour que ces terres soient définitivement prises par les hommes de Kagame et par Kagame. Une déclaration de Kagame dernièrement quand il parlait de vouloir reprendre les terres. Donc, en fait, le viol est non seulement une arme de guerre, mais c'est une arme d'expropriation, c'est une arme de destruction psychologique, c'est un assassinat programmé. C'est-à-dire que à partir du moment où on utilise le niveau de violence, parce que les gens, quand ils entendent de viol des femmes congolaises, ce n'est pas viol classique, ce n'est pas uniquement un viol classique, hein. C'est un viol avec utilisation des, des bouteilles fracassées, des morceaux de bois dans l'appareil génital des femmes, mais c'est une démolition en règle de l'humanité. Et ça, c'est du jamais vu dans les guerres africaines depuis presque 50 ans. J'ai pu travailler sur beaucoup de guerres en Afrique. On n'a jamais vu ce niveau de violence perpétrée contre les femmes dans ce continent. Et je pense que ce qui est en train de se passer vis-à-vis des femmes congolaises, et si le docteur Mukwege en parle depuis plusieurs années au point qu'il a même eu le prix Nobel de la paix, quand vous me posiez la question sur la question de l'Omerta, vous pouvez constater que personne ne s'intéresse à cette situation. Quand on vous parle de 500 000 femmes violées, c'est plus d'un demi-million de femmes violées dans les conditions que je venais de vous décrire. Et si on ne dit rien, c'est qu'il y a quand même un problème très, très grave dans cette région. C'est vraiment très grave parce que quand on regarde les images, certaines images, vraiment, parce que vous avez des images qui circulent sur Internet et tout, mais quand on les regarde, on se pose la question de savoir vraiment comment son médecin, quelle est la force psychologique. C'est vrai que c'est un professionnel, c'est vrai, mais je me demande d'où il tire la force psychologique pour aborder, on le surnomme le réparateur des femmes, parce que c'est vraiment de réparer ce qui est encore réparable. Et quand on voit vraiment le travail vraiment remarquable qu'il fait, parce que lui, il essaie de réparer les femmes physiologiquement, mais il essaie aussi, il va plus loin pour essayer de
le reconstruire psychologiquement, mais ce qui est très, très, très difficile. Mais franchement, voici, quand on voit ces images, vraiment, on a la chair de poule. On a vraiment... Vous savez, Oui, si vous permettez, oui, oui, sans j'ai problème. eu à interroger une femme violée, enfin, plusieurs femmes violées. J'ai interrogé plusieurs femmes violées, mais il y a une Oui, avec qui j'ai qui m'a complètement déstabilisé. Parce oui, que quand elle témoignait, pendant 6 mois, elle était violée le matin, à midi, le soir, et jamais par le même homme. Et le niveau de violence que cette femme a subi, je ne comprends pas que les femmes ne se mobilisent pas pour ce qui se passe à l'est du Congo. Je ne comprends pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand on parle de Merta, parce que on fait tout pour que les gens ne soient pas au courant, vous aurez remarqué que la guerre du Congo est une guerre sans image. Il n'y a pas d'image sur la guerre du Congo. Et pourquoi il n'y a pas d'image? Parce qu'on sait que si on montre le 10e de ce qui se passe au Congo, les gens vont se révolter dans le monde entier. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas intérêt à montrer ce qui se passe au Congo. Et c'est aussi pour cette raison que quelqu'un comme moi sera attaqué et attaqué par ces gens-là. Parce qu'ils ont vécu avec cette omerta pendant près de 30 ans aujourd'hui. Et le fait que je mette ces éléments sur la table, au vu et au su de tout le monde, mais fait qu'ils font de moi une cible. Et comme ils ne peuvent pas dire que M. Onana, il se défend le Congo parce qu'il est congolais ou parce qu'on l'a corrompu ou parce que il n'y a personne qui m'a acheté. Donc évidemment, ils n'ont pas d'autres arguments. Les seuls arguments qui restent, c'est de dire que M. Onana, il est dangereux, il est négationniste. Enfin, tout ce que vous avez décrit en début d'émission concernant ma page Wikipédia, c'est le fait qu'il ne faut surtout pas que celui qui apparaît aujourd'hui comme quelqu'un de totalement indépendant et qui met des recherches, le fruit de ses recherches sur la table, il ne faut pas qu'il soit écouté. Alors, il faut effectivement, mais c'est une autre forme de guerre, c'est-à-dire que la guerre qui mène à l'est du Congo, mais il apporte aussi vis-à-vis de quelqu'un qui écrit des livres comme moi. Donc, c'est comme disait un chercheur, c'est la guerre par d'autres moyens. Il continue la guerre par d'autres moyens. Et c'est comme ça qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que le viol des femmes, s'il n'est pas mis en lumière, même si le docteur Mukwege le dénonce et que personne ne vient en parler, c'est parce qu'ils connaissent, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis des femmes à l'est de ce pays. c'est vraiment... je ne trouve même pas le mot, en fait. Ça dépasse l'entendement, tout simplement. Et puis, on se targue on est des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme dans tout ça. Tu te poses la question de savoir vraiment où sont. Bien au contraire, on va se retrouver avec ceux qui se disent, qui luttent pour les droits de l'homme, genre FIDH, Survie et autres, au lieu justement d'aller voir où il y a des problèmes, des vrais problèmes, des droits de l'homme, des violations incommensurables des droits de l'homme, ils vont, comme maintenant, s'attaquer à quelqu'un comme Charles Onana. On va peut-être en toucher un mot tout à l'heure. Mais vraiment, j'aimerais que vous dites, vous disiez que la guerre en RDC, c'est une guerre sans image. Parce que quand on voit le deux poids, deux mesures que nous observons par rapport à la guerre que mène la guerre, l'agression que la Russie a menée contre l'Ukraine, que la Russie appelle l'opération spéciale, mais on ne se donne même pas la peine de se poser la question pourquoi est-ce que la Russie a attaqué. Mais ça, c'est une autre question. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est ce deux poids, deux mesures. Le fait que quand il y a un blessé en Ukraine ou un enfant qui est tué, je ne dis pas que vraiment que je ne soutiens pas la guerre, justement, évidemment. Mais ce contre quoi je m'érige, c'est que lorsqu'il y a un seul blessé en Ukraine, toutes les télévisions de la Belgique, de la France, du monde entier, le soulèvent, le montrent, le soulignent. Mais ici, nous leur parlons de millions de gens
Des millions de gens. Je voyais récemment une émission, une radio que j'aime bien, je peux même la citer d'ailleurs, radio Sud Radio dans la France, que j'aime bien, avec un certain Berkoff, qui faisait une émission avec Michael Arong, qui se disait, c'est loin. Voilà, pour se donner conscience tranquille, il pense, c'est loin, ça se passe loin, c'est pas grave, c'est limite, c'est pas des êtres humains. Donc, tant que, parce que ici, en Ukraine, c'est à côté, c'est la porte à côté, c'est des blancs, donc, et on ne se soucie pas du tout de savoir que les gens qui sont en train d'être assassinés, massacrés de façon vraiment massive en RDC sont des êtres humains aussi. Donc, franchement, c'est malheureux. Vous savez, une des raisons pour lesquelles on a produit quand même des photos, oui, c'est que les gens voient, ils aient une idée. Vous voyez des enfants de 3 ans, de 4 ans, qui sont massacrés, mais massacrés en République démocratique du Congo par les troupes de Kagame, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que les enfants de 4 ans peuvent bien vous faire pour les massacrer comme c'est fait à l'est de la République démocratique du Congo? Vraiment, je dois m'excuser vraiment pour vous montrer une des images. C'est vraiment, pour vous dire que c'est horrible. Vous voyez, ça c'est une des images que j'ai prises dans votre livre. J'en ai pris seulement des unes qui ne sont pas les plus, on va dire, les plus macabres. Mais même, regardez ici par exemple. Vraiment, je l'ai fait exprès pour moi. Ici, c'est l'extermination des femmes et de familles entières à Béni par des milices et des troupes venues du Rwanda. Et vous citez même la source. Regardez ici vraiment comment sont ces femmes. Si en bas, sont dans la forêt, dans les plantations de bananiers. Et ça, c'est le fait qu'ils soient liés par derrière là. Ça, c'est vraiment le modus operandi des gens qui viennent de Kigali. Ça, c'est vraiment la façon de faire, de vous lier les bras derrière le dos. Ça, c'est vraiment la signature pure et simple des gens qui viennent de Kigali. Regardez ici, c'est un autre sujet. Ça, c'est lorsque les Hutus massacrés au camp de Kibero le 22 avril 1995. Et là, ce sont des photos qui ont été... Là vraiment, c'était sous le regard des Nations Unies, parce qu'il y avait la noire qui était sur place. Là, ici, c'est massacre sélectif d'hommes de la communauté Nande résistant à l'occupation étrangère à leur terre dans un village de Béni. Donc, tout ça, c'est vraiment pour essayer de vous montrer plus ou moins. Là, vraiment, j'arrête ici parce que déjà, ces photos-là que je vous montre sont horribles. Mais il y a d'autres photos qui sont encore plus terribles à voir, qu'on ne sait même pas voir. Jusqu'où peut aller la méchanceté, jusqu'où peut aller l'horreur que l'être humain peut commettre envers un autre humain. Donc, pour ceux qui veulent vraiment voir plus de photos, mais aussi plus d'explications, je les renvoie encore une fois à ce livre. Et à côté, on voit évidemment Macron avec Kagame, Sarkozy avec Kagame, et Mushikiwa avec Kagame. Donc, vraiment, il y a beaucoup de photos, beaucoup de preuves dans ce livre. Vraiment, je ne fais que vous le conseiller vraiment pour que vous puissiez le voir beaucoup plus de détails, pour voir vraiment une autre vision beaucoup plus globale qui va au-delà de ce que vous raconte la doxa donnée par Kigali. J'aimerais quand même qu'on aborde deux petits points avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui, et je vous remercie vraiment de m'avoir accordé votre temps, Monsieur Charles-Nana. J'aimerais quand même parler de ce genre d'impunité, impunité totale. Tout ce qui se passe, quand même, on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'il y a eu des rapports, il y a le mapping report, il y a beaucoup de rapports qui sont enterrés quelque part, mais cette impunité qui a couvert, qui vraiment, dont bénéficient en fait les acteurs de tous ces crimes, notamment les gens du FPR, l'impunité qui a commencé déjà avec le TPIR, parce que n'oublions pas, quand on a mis en place le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, il devait juger tous les actes de violation des droits de l'homme qui sont commis du 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994. Mais jusqu'aujourd'hui, à preuve du contraire, il n'y a que la partie des Hutus qui ont été poursuivis pour le moment contre le génocide. Mais les crimes qui ont été commis par le FPR ont été... oui, sous le merta, justement, le mot revient, on n'en parle pas. Et même la personne qui a essayé de les poursuivre, là je parle
Carla Ponti, Ok. oui, qui a essayé de le poursuivre, il a été tout simplement viré. Oui, c'est Roman. Il a été viré de son poste. Et ça a continué. Vraiment, nous en toucher un mot, vraiment, cette impunité qui couvre, dont bénéficient vraiment ceux qui ont commis tous ces crimes, monsieur Charles. On en a comme ça, on ne sait plus qu'un point, puis on va clôturer notre émission d'aujourd'hui. Oui. Écoutez, vous soulevez le cœur du sujet qui permet donc d'expliquer pourquoi le FPR a décidé de mener à la fois son plan d'occupation de l'Est du Congo et surtout de construire son empire. Bon, quand vous voyez ce qui ont dit depuis le début de l'émission, et quand je parlais de plan, que tout cela a été planifié, vous constatez évidemment que l'impunité rentre dans cette planification. Vous avez évoqué le procureur Carla Del Ponte tout à l'heure. Moi, je l'ai rencontré. Je crois que j'ai été le premier à qui Carla Del Ponte a fait des confidences. Je veux dire, quand je dis le premier, par rapport aux gens qui étaient susceptibles de rendre public. À l'époque, je me souviens qu'un journaliste suisse qui avait publié ses confidences en 2005, parce que je l'ai rencontré dans son bureau à La Haye en présence de sa secrétaire, Madame Hartmann, qui m'a fait comprendre qu'elle avait découvert plusieurs fosses communes dans lesquelles beaucoup de Hutus et des Toits qui avaient été massacrés au Rwanda avaient été mis. Et donc, et c'était suite à ce qu'elle appelait des enquêtes spéciales du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et donc, elle m'a dit qu'elle est venue au Rwanda rencontrer Kagame à 2 reprises. Et la première fois, on lui a dit oui, il n'y a pas de problème, le Rwanda va coopérer avec vous sur les crimes commis par les membres de l'armée dirigée par Paul Kagame. Et la deuxième fois, c'était Kagame en personne qui a dit je vais la recevoir. Bon, donc, elle est là, me dit, j'ai pensé que Kagame allait me recevoir pour me dire effectivement que non seulement ils avaient fait des enquêtes eux-mêmes, mais que la coopération avec le tribunal allait effectivement avancer comme il me l'avait laissé entendre auparavant. Eh bien non, ce jour-là, Kagame la regarde droit dans les yeux et lui dit, vous n'êtes pas venu au tribunal pour poursuivre les Tutsis de l'armée patriotique rwandaise. Elle m'a dit qu'elle a répondu à Kagame que je suis venu au tribunal pour remplir le mandat qui m'a été confié par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, manifestement, la réunion s'est très mal terminée, d'après ce qu'elle m'a dit, et que, en fait, il n'a jamais supporté que le procureur veuille regarder ce qui s'est passé du côté des hommes qui étaient sous sa responsabilité. Et donc, on va découvrir quelques années après, lorsque le procureur Carla Del Ponte va rendre public ses mémoires, que tout cela a été fait avec la complicité des États-Unis qui ont décidé de la virer de son poste de procureur avec comme argument le fait qu'elle avait beaucoup de travail entre le tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda, alors que c'est le Conseil de sécurité lui-même qui lui a donné les 2 mandats. Lorsqu'elle poursuivait les Hutus au sein de ce tribunal et qu'elle travaillait pour le tribunal de l'ex-Yougoslavie, on ne considérait pas que c'était incompatible. Mais lorsqu'elle a commencé à ouvrir les tout d'un coup, Carla Del Ponte devait quitter son poste. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, ce qui m'a beaucoup surpris pendant ce travail, cette enquête, c'était que je pensais que les Américains n'avaient pas d'informations sur les crimes commis par le FPR. Mais j'étais surpris de constater que non seulement le président Bill Clinton en personne avait des images satellites de tout ce qui se passait au Rwanda en 1994, mais qu'il avait également les images satellites de tout ce qui se passait à l'est de la République démocratique. Plus grave, dans les rapports, que ce soit du Pentagone, du département d'État et de la Maison-Blanche, il est clairement dit que le FPR de Kagame massacre les Hutus massivement au Rwanda et fait tout pour que les Hutus du Rwanda ne reviennent plus prendre ni leur maison, ni leurs biens sur le territoire rwandais. Alors, je me suis dit, mais comment
les autorités américaines peuvent être au courant de tout ça et agissent ou interviennent, exercent des pressions en même temps pour que seulement des Hutus soient poursuivis. Si vous êtes au courant que des Hutus sont massacrés dans leur pays par l'OFPR, nous sommes en 1994. Ce n'est pas après. Hein. Ce que je vous dis là, c'est-à-dire ce sont des actes qui rentreraient, qui auraient dû rentrer dans le cadre du mandat du tribunal pénal international pour le Rwanda et donc qui corroborent les enquêtes du procureur Carla Del Ponte et des confidences qu'elle avait pu me faire à ce moment. Donc, je me suis simplement rendu compte que les autorités américaines ne voulaient pas qu'on poursuive, que le tribunal pénal international, par exemple, poursuive le FPR, parce que la mission du FPR n'était pas terminée. La mission se poursuivait au Congo et il ne fallait pas discréditer ceux qui allaient poser des actes de massacre, de pillage de richesses sur le territoire congolais et surtout qui étaient en train de préparer la chute du maréchal Mobutu en 1997. Voilà le scénario. Donc, si on ne comprend pas que cette impunité-là, elle est liée pas seulement au dossier du Rwanda, mais que c'est également lié au dossier du Congo, on ne comprendrait pas pourquoi, donc, depuis plus de 20 ans maintenant, que le FPR commet, Kagame et ses troupes, le M23 et consorts commettent des troupes au Congo, commettent des crimes au Congo, et il n'y a pas de sanction. Il n'y a aucune sanction. Je parle des rapports que les lettres que des sénateurs américains ont adressées à M. Blinken et même aux autorités en disant qu'il faut sanctionner le Rwanda pour ces crimes qui sont en train d'être commis au Congo, mais il n'y a aucune sanction vis-à-vis du Rwanda. Au contraire, on célèbre le Rwanda avec les équipes de football, on leur a donné, la France leur a donné la francophonie avec Mme Mushikiwabo, et on ne risque pas de voir ces jours-ci le Rwanda sanctionné pour ces crimes commis au Congo. Ça fait partie de l'agenda qui avait été conçu et pour la prise du pouvoir au Congo et pour la destruction et le pillage des richesses de la République démocratique du Congo. C'est vraiment, c'est hallucinant, tout simplement. C'est vraiment, non, les mots me manquent en fait pour voir, pour essayer parce que si, lorsqu'on écoute, lorsqu'on suit tout ce qui se passe sur les médias, sur les télévisions, où on vante Kagame comme vraiment l'homme visionnaire qui a développé le pays, alors on oublie que pour le moment, au moment où nous parlons, au Rwanda, il y a la famine qui sévit. Mais on n'en parle pas. Au Rwanda, je vous dis, il y a des morts qui meurent de famine. Et là, on en a parlé dans nos émissions, dans nos émissions avec Nyarwanda, avec les preuves, avec les cadavres des gens qui sont morts de la faim. Mais on n'en parle pas. Ils ne veulent même pas demander de l'aide internationale, dire que nous avons, c'est vrai qu'on a eu des problèmes au niveau climatique. Il y a soit des pluies diluviennes ou alors trop de soleil qui a brûlé toutes les récoltes, mais ils n'osent pas. Il ne veut pas, ou alors, demander de l'aide internationale pour qu'on puisse aider les Rwandais qui meurent de famine. Mais moi, je vous pose une question sur la situation de la misère. Parce que, vous savez, en Afrique de l'Ouest et un peu partout, et tous ces gens que vous voyez qui célèbrent Kagame en Afrique, et ils pensent que quand on leur dit qu'il y a peut-être des problèmes au Rwanda, notamment la misère, les gens ne croient pas. Qu'est-ce qui se passe avec la misère et la pauvreté au Rwanda? Parce qu'on voit les buildings, hein, on voit les grands immeubles à Kigali, à la capitale. Oui, exactement, les rues qui sont bien balayées, qui sont bien propres, mais c'est une petite portion de la ville de Kigali qu'ils ont vraiment, qu'ils mettent vraiment, c'est comme la vitrine du pays, mais quand on passe quelques kilomètres plus loin, c'est la misère totale, c'est la famine, c'est la catastrophe. Mais on n'en parle pas. Justement, c'est notre radio, évidemment, essaye d'expliquer aux gens, surtout ceux qui parlent de Kinyarwanda, que c'est la vraie réalité du pays. Les gens, si on vous parlait, on en parle de massacres pour le moment, mais si on vous disait ce qui se passe chez nous pour le moment, où les policiers abattent les gens tous les jours. Récemment, j'ai fait une petite inventaire, rien que sur 3 semaines, on a compté 50 cas répertoriés. Tel a été tué par la police, il a été sur 3 semaines seulement.
Les journalistes qui sont soi-disant écrasés par la voiture, mon ami Noir William, qui a été, mais pour le moment, les preuves sont en train de sortir. On montre vraiment qu'il a été assassiné par. Donc, c'est vraiment c'est la misère, c'est la catastrophe dans notre pays, mais on se demande où on va. Mais on n'en parle pas, tout simplement. Ils font tout pour, justement, les journalistes qui essaient d'en parler, de montrer cette misère, justement, que connaît le Rwanda. Ils sont soit assassinés, soit emprisonnés, comme certains Kyuma Hassani, ou ils sont assassinés, tout simplement, et où ils fuient. Pour le moment, nous n'avons plus un seul journaliste qui puisse aller vraiment couvrir, pas un seul. Il n'y a pas que. Moi, j'ai été surpris, par exemple, excusez-moi, oui. J'ai été surpris par. J'étais en contact avec Assira. Je n'ai pas compris pourquoi ce garçon qui a été victime du génocide, qui est un Tutsi, victime du génocide en 1984, pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on l'a arrêté? Tout simplement parce que, justement, voilà, ça va justement corroborer ce que nous disions. Parce qu'il a dit vertement que sa famille, c'est-à-dire son papa, sa maman et sa sœur, ont été tués par le FPR. Là, il le dit ouvertement. Là, il dit non. Non, venez pas me mentir, parce que si j'ai son livre, justement, je suis en train il a écrit ça dans un livre. Ça s'appelle Ndokundorere. C'est-à-dire, il essaie de. Il faut rappeler, hein, c'est un Tutsi. C'est un Tutsi. C'est un Tutsi, victime du génocide contre les Tutsis. C'est-à-dire, sa famille, donc sa famille, les frères de son père, donc ses oncles, ont été massacrés par les Interahamwe. Mais comme lui, il a su fuir, sa famille avait été cachée par les Hutus à Kigali, parce que sa famille est lointaine, c'est-à-dire ses oncles, ses tantes habitaient au lieu où il est né, au sud du pays. Mais lui et son père, sa maman et ses frères et sœurs vivaient à Kigali. Et au moment du génocide, il y a déjà pour commencer, il y a son petit frère qui a été tué par une katyusha, c'est-à-dire une bombe qui était perdu. Là, reconnaissons-le. Lui-même, il le dit dans son livre, et il me l'a dit parce que moi, j'ai parlé plusieurs fois avec lui, et il m'a expliqué que cette bombe est tombée dans sa famille, mais c'était c'est pas une balle perdue, mais c'était une bombe perdue. Et il a emporté son petit frère, parce que, si vous voulez, au-dessus de chez lui, il y avait un camp militaire des FARC, des forces armées rwandaises. Alors, les FPR voulaient pilonner dans son camp, et puis une bombe qui est tombée chez eux, et il a tué son petit frère. Ça, c'est, on va dire, victime collatérale. Mais après, lorsque la Kigali a été pris, après juillet 1994, sa maman qui avait pu fuir vers le sud, le FPR l'a récupéré avec sa sœur, donc la sœur de Karamira. Il l'a amené dans un camp à Ririma, c'est tout près de Bugesera, c'est au sud-est du Rwanda, dans un camp de Ririma qui était contrôlé par le FPR. Mais comme ça m'a parlé français, elle a commencé à parler avec les gens du MSF. Il expliquait, il essayait de traduire, de servir d'interprète pour les gens dont s'occupait le médecin frontière qui ne parlaient pas français, au lieu qu'on devait les soigner. Mais les gens commençaient à penser qu'elle expliquait aux Blancs ce que faisait le FPR. Parce que les gens de l'FPR ne parlaient pas en français à ce moment-là. Alors, c'est comme ça que sa fille est tombée malade. Et puis, sa maman est retournée à Kigali. Il s'est retrouvé avec sa famille. Mais sa fille qui avait le choléra est restée dans le camp de Lirima. Après quelques jours, sa maman est retournée pour aller voir si sa fille avait guéri pour la ramener à Kigali. Et puis, on n'en a plus parlé d'elle. 2 semaines après, son papa est allé, c'est pas possible. Ma femme est allée à Lirima pour aller chercher ma fille, notre fille, mais elle n'est pas revenue 2 semaines. Il y est allé lui aussi. Puis quand il a demandé, mais lui aussi, il est porté disparu lui aussi. Puis après, quelques semaines après, Karassia lui-même, qui avait 14 ans, 15 ans, son mara, il est allé lui-même maintenant aller chercher. Mais quand il s'est présenté devant l'hôpital de MSF, il a dit, il y a ma maman qui est venue ici, n'est pas revenue. Et puis le militaire qui était là, il a dit, assieds-toi là. Là, je traduis vraiment ce que j'ai lu dans son livre. Assieds-toi là, je viens. Et puis une fille qui était là, elle a dit, toi, tu es mort. Tu viens demander ton père, ta mère, ils ont été tués. Soit si tu ne veux pas être tué toi aussi, fous le camp tout de suite. Et puis, Karasira est parti.
C'est comme ça qu'il a été sauvé. Et il ignorait, c'est que lui et son petit frère qui avait 4 ans. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, il, il essaye de demander qu'est-ce qui s'est passé, où est allée ma maman, où est allée ma petite soeur, où est allé mon père. Non. Et alors finalement, évidemment, il a commencé à chercher, il a eu des informations comme quoi ils avaient été tués tous. Donc, alors, et il le dit alors, il dit non, ne venez pas me mentir que c'est vrai, nous sommes victimes du génocide contre les Tutsis parce que ma famille éloignée, donc mon frère de mon père a été tué par les Interahamwe, ça c'est vrai. Mais moi, mon père, ma mère et ma soeur ont été tués par les FPR. Ça, je suis dans le cas de l'Irima. C'est pour ça qu'on va essayer de faire taire. Voilà. Et voilà le cas de Karasira, vraiment un peu de mots, quoi. Comme quoi, Kassira, est-ce qu'aujourd'hui, les gens, je m'excuse parce oui, que j'ai beaucoup d'affection pour Kassira parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec lui. Est-ce oui. que la FIDH qui m'attaque aujourd'hui et les associations Survie s'intéressent, est-ce qu'ils se sont intéressés au cas de Kassira et des parents de Kassira pour soit déposer des plaintes contre les gens qui ont tué les parents de Kassira, soit essayer de savoir, demander au gouvernement Kagame, avec qui ils ont de très bons rapports, si l'affaire Kassira est une affaire de violation des droits de l'homme ou pas. That Est-ce is que the vous avez question. des informations que ces associations s'intéressent au cas de Kassira, qui est That is the question, comme diraient les Anglais, justement. Même au Rwanda, il y a aussi Ibuka. Il y a Ibuka qui est au Rwanda. Ibuka, c'est vraiment cette association vraiment qui est là pour défendre les intérêts des victimes du génocide contre les Tutsis. Mais lui, il est exclu. Il y a eu le FARG, le fonds qui devait payer pour les rescapés du génocide, qui devait payer pour les études et tout ça. Non, il n'en a pas bénéficié. Pourquoi? À un certain moment même, on a tellement, on va dire, on a sali son nom jusqu'à aller dire qu'il était Hutu, qu'il n'est pas Tutsi. Oui, je me souviens de Jusqu'à ça. aller dire qu'il est le fils d'un certain Karamira. Il y a Karasira et Karamira. Karamira, c'était un Tutsi qui s'était rejoint au MLND. Il a été fusillé par le FPR. Et genre, on se met la rumeur comme quoi il n'était pas le fils de Karasira, son père qui était du sud. Et vraiment, tout ça pour embrouiller les gens, pour salir son image. Mais lui, il a mis une chaîne YouTube qui s'appelle Ukurimbona, c'est-à-dire la vérité que moi je vois. La vérité que moi je vois. Alors, il disait tout. Tout. Il était professeur à l'université, le Je gars. sais, Oui, j'ai eu de très bons contacts avec lui. Je profite de cette occasion pour oui. réitérer mon soutien à Gracia et que la vérité et la justice lui soient rendues. Ce n'est pas simplement parce qu'il est outil victime rescapé du génocide de 94, mais c'est parce que en tant qu'être humain, ce qu'on est en train de lui faire et ce qu'on a fait à sa famille est totalement inacceptable. Et je souhaite que ces associations et tous ceux qui disent qu'ils se battent pour les droits de l'homme, ben, demandent, portent plainte contre le régime de Kigali, qui est responsable de la disparition de la mort du père de Kassira, de sa mère, de sa sœur, et évidemment de la situation qu'il est obligé de subir aujourd'hui, l'injustice dont il subit aujourd'hui, simplement parce qu'il a osé dire la vérité sur ce qui est arrivé à ses parents. Il n'est pas le seul. Il y a aussi une autre dame qui s'appelle Ida Manier, elle aussi, rescapée du génocide. Mais dès jusqu'à là, elle était tranquille, elle avait une vie tranquille, vraiment une vie qui est bien, avec sa petite villa à Kigali. Mais elle a été dépassée par ce qui se passait chez nous. Et elle a commencé à parler. Elle a fait quelques vidéos sur YouTube où il abordait les sujets vraiment les plus brûlants. Et il parlait, par exemple, il a commencé par parler du confinement. Attends, il a dit, vous confinez les Rwandais et ils meurent de faim dans leur famille. Vous copiez ce qui se font en Europe, ils confinent les gens, mais eux, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils puissent vivre. Ils ne meurent pas de faim. Mais chez nous, on est en train de mourir de faim, là. Et puis, il a commencé à parler d'autres sujets vraiment brûlants. Hein. L'injustice qu'elle voyait. Et il a fait une bonne petite dizaine de vidéos. Hop. Et puis, il a été emprisonné. Il est en prison pour le moment. Et son fils a été emprisonné aussi. Donc, dès que tu commences à élever la voix, il doit faire tout. Donc, si vraiment vous voyez comme vous attaque, vous, monsieur Charles Onana, vous n'êtes pas les seuls. Mais chez nous, chaque fois que mais chez nous, c'est plus drastique, c'est plus efficace. On te fait taire, définitivement. Soit on te tue,
ou alors on te met en prison. Récemment, je faisais des émissions spéciales pour la dame Ida Mandier, justement, qui qui est maintenant torturé pour le moment. Il est torturé. Même Karasira aussi, il est torturé. Il est détenu dans un trou vraiment, la cellule où il est mis dans une genre de cave où il fait froid. Soit on lui met de la lumière toute la journée, ou alors on en plonge dans le noir. Donc, c'est des tortures qu'on lui fait subir. Il a dit devant le tribunal. Et on lui prive ses médicaments. Donc pour le moment, il avait des antidépresseurs parce qu'il est dépressif pour le moment. Mais on ne lui donne pas ses médicaments. Il est diabétique pour le moment. On lui prive ses médicaments comme de diabète. Donc, on veut le laisser mourir comme On veut le ça. tuer, quoi. On veut le On veut le tuer. tuer, quoi. Il doit suivre son père et sa maman et sa soeur. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire vraiment que cette impunité, cette injustice, voilà, nous la vivons, nous sommes dedans vraiment pour le moment. J'aimerais quand même qu'on termine, qu'on revienne sur un autre sujet, parce que si on se met à parler de ce qui se passe chez nous au Rwanda, c'est la catastrophe. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur la géopolitique. J'ai vu récemment que le président Paul Kagame a fait une tournée en Afrique de l'Ouest, mais ça m'a fait penser que il y a les militaires rwandais un peu partout, en Centrafrique, officiellement. Hein, il est là pour, il a deux casquettes. Lui, il est très intelligent, Monsieur Kagame, il faut le reconnaître. Je vais me dire aux gens que même si tu n'aimes pas le lapin, il faut quand même savoir que le lapin court plus vite que toi. Là, vraiment, jusque-là, puisqu'il est soutenu par les puissances étrangères, il est malin. Il a des militaires en Centrafrique qui ont deux casquettes. Il y a ceux qui sont là sous le couvert de l'ONU, mais il y a d'autres qui sont là suivant l'accord bilatéral entre la Centrafrique et le Rwanda. Ça, c'est do 1. Je ne sais pas ce qu'ils font là réellement. D'autre part, nous avons des militaires au Mozambique, nous avons des militaires au Sud-Soudan, nous avons des militaires, on parle même d'ailleurs qui est même en Congo-Brazzaville. Maintenant, nous avons vu la coopération qu'ils mettent avec les pays éloignés. Il y a au Mali aussi, d'ailleurs, hein, au Mali. Mais j'ai vu la tournée qui est fait au Guinée-Bissau, au Guinée-Conakry, au Togo. Et on ne parle pas du Bénin. Le Bénin, vraiment, c'est comme si c'était... J'ai entendu récemment Monsieur Talon, le président du Bénin, qui louait carrément le président Kagame, qui disait vraiment que c'était son modèle, son idole. Et je me dis, lorsque vous observez cette envergure du Rwanda, oui, c'est cette envergure du Rwanda, où le Rwanda vraiment se déploie un peu partout. Est-ce que vous croyez que le Rwanda vraiment a des capacités à faire toutes ces opérations qu'il mène, ou alors il y a quelqu'un qui se cache derrière tout ça, M. Charlona? Comment vous analysez ce déploiement du Rwanda au niveau autour du Congo d'ailleurs, hein? Et puis même plus ailleurs d'ailleurs, plus loin en Afrique, M. Charlona? Bon, en tout cas, vous avez fait, c'était très bien qu'on ait parlé du Rwanda, de ce qui se passe à l'intérieur du Rwanda, de la famine, de la pauvreté, de la misère, etc. Donc, la transition, elle est excellente parce que comment un pays dans lequel les gens souffrent de famine peut être en capacité de déploiement militaire à l'étranger? Tout cela est financé par ceux qui le soutiennent et tout cela est appuyé par ceux qui ont envie que le Rwanda devienne aujourd'hui une référence en Afrique. Vous savez, moi, j'ai vu la construction artificielle de l'envergure du Rwanda se faire, notamment lors de la guerre du Darfour. Vous savez que la guerre du Darfour et la situation qui s'est déclenchée au Soudan était pilotée essentiellement par les États-Unis. Et lorsque moi je suis allé au Darfour pour justement faire mon travail de recherche, j'ai vu les troupes rwandaises stationnées à Khartoum. Hein. Et donc peu de temps après, le Soudan a subi sa partition. Donc on a vu M. Salva Kiir qui travaillait avec le président Al-Bashir, qui est devenu le président du Sud-Soudan. Et en contradiction avec ce que voulait le chef rebelle John Garang à l'époque, qui était totalement contre la partition du Soudan. Et vous aurez remarqué que depuis qu'il y a eu la partition du Soudan, les éléments du Sud-Soudan qui étaient en connexion avec Paul Kagame lorsqu'il était directeur des services de renseignement en Ouganda, ben, se sont retrouvés, ces troupes se sont encore déployées là-bas. Et plus grave encore, c'est que M. Salva Kiir, qui était un allié de Kagame de longue date lorsque Kagame était encore dans les services de renseignement ougandais,
s'est retrouvé à paraffer un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Je dis ça parce que c'est important que les Congolais comprennent que le jeu qui est en train de se faire autour de leur pays, mais aussi autour des pays voisins, c'est un jeu compliqué. Et pourquoi Kagame se déploie si facilement? C'est simplement parce que la plupart des chefs d'État de cette région-là se sont toujours concentrés sur des questions de politique intérieure et sont très concentrés sur leurs opposants politiques ou des choses comme ça. Mais très peu se sont intéressés à la géopolitique et se sont intéressés très peu sérieusement à la question du jeu et des connexions entre Paul Kagame et les grandes puissances. Ils ne connaissent pas grand-chose de ce point de vue. Je peux vous le dire tranquillement parce que j'ai eu à discuter avec un certain nombre de responsables politiques, que ce soit au niveau de la République centrafricaine, au niveau de la RDC, au niveau du Congo-Brazzaville, etc., etc. Et il est évident que très peu sont outillés et comprennent exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que Kagame, partout où il se présente, les gens le regardent comme un demi-dieu en pensant que, eux, ils ne sont pas capables de faire dans leur pays mieux que Kagame. Ils pensent qu'il faut que Kagame vienne, surtout quand il s'agit des questions militaires, etc. Comment vous pouvez laisser ou minimiser ou mépriser les militaires que vous avez formés dans votre propre pays pour imaginer que seuls des gens qui ont fait leurs armes dans la lutte armée, dans les massacres, sont capables de venir assurer la sécurité de votre pays? Quand vous avez des chefs d'État qui prennent Kagame comme une référence sur le plan militaire, mais c'est quand même désastreux. C'est-à-dire mais ils veulent faire quoi? Ils veulent faire des armées africaines qui devraient se moderniser, des sortes de milices armées qui massacrent des gens un peu partout, qui violent les femmes un peu partout. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas cette fascination des dirigeants politiques. Je comprends aussi le fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas lu suffisamment sur l'histoire du Rwanda, l'histoire comment dirais la façon dont Kagame s'est déployé non seulement dans son propre pays, mais aussi dans les pays voisins. Ils n'ont que l'image de propagande qui est véhiculée par ceux qui soutiennent Kagame et ils regardent Kagame à travers sa vitrine. Mais s'ils arrivaient à connaître l'évolution de la personne, la réalité de ce qu'il est, je crois que très peu seraient tentés de s'afficher avec lui ou de le prendre pour un modèle. Vous voyez ce qui s'est passé par exemple avec le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, et peut-être que d'autres chefs d'État qui sont fascinés par Kagame devraient un peu s'inspirer peut-être du chef d'État congolais, qui, quand il est arrivé au pouvoir, il a tendu la main au président rwandais en demandant de faire la paix, de considérer que fallait entretenir des relations de bon voisinage. Mais vous voyez qu'en très peu de temps, le président Tshisekedi s'est rendu compte que c'était infaisable, que c'était impossible, parce que le Rwanda ne respectait pas les accords et en plus continuait de soutenir des mouvements terroristes dans son pays. Qu'est-ce que les autres chefs d'État pensent que ces pays qui n'ont pas le même niveau de ressources minières ou le degré d'importance économique que la RDC, si Kagame utilise des mercenaires et des terroristes, des mouvements terroristes au Congo, qu'est-ce que ces pays-là pensent que Kagame peut faire dans leur pays si jamais ils lui ouvrent la porte comme ils sont en train de le faire là? Donc, moi, je dis, qui vivra verra. S'ils veulent rester fascinés par Kagame, ça, c'est leur droit, c'est leur problème. Mais le jour où il y aura des problèmes là-bas, où les populations de ces pays-là vont avoir des soucis, eh bien, qu'ils ne nous appellent pas et qu'ils ne demandent pas à la communauté internationale de venir les aider parce que personne ne les aidera. Ils vont se débrouiller avec Kagame et les conséquences qui auraient découlé de l'arrivée ou de la coopération qu'ils auraient organisée avec le Rwanda de Kagame. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Je vous remercie, monsieur Charona. Donc, on a commencé par le titre, on va terminer par la couverture. Comme ça, on aura fait le tour de la question. Et je réinvite encore vraiment, chers auditeurs de Radio Urumuri, de vous procurer au plus vite vraiment ce livre parce qu'il contient beaucoup de révélations, beaucoup d'éléments qui vont vous surprendre. Même nous qui sommes rwandais, moi qui suis rwandais, j'ai découvert vraiment des éléments
très probants, très, très vraiment. Moi, j'ai pas de raison de les mettre en question parce que je vois que ce sont des documents qui viennent vraiment des instances habilitées. Et moi-même, qui suis rwandais et qui suis de près ce qui se passe dans la région depuis quand même une bonne trentaine d'années, mais moi-même, j'ai découvert beaucoup d'éléments qui m'ont surpris, mais qui m'ont aussi édifié. Donc, vous dites à la fin, vous dites, entre avril et juillet 1994, la République démocratique du Congo, RDC, ex-Zaïre, a été envahie par un afflux de réfugiés rwandais, le réfugié rwandais et depuis lors, elle est constamment attaquée et pillée par des troupes venues du Rwanda et de l'Ouganda. Que se passe-t-il dans ce pays où les morts se comptent désormais par millions et les viols par centaines de milliers? Charles Onana démontre que l'on assiste depuis 1994 à l'invasion masquée du Congo par des milices et des troupes de Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, soutenu au départ par l'administration Clinton et ensuite par la France de Nicolas Sarkozy. À partir de témoignages exclusifs et de documents de la CIA, du Pentagone, des archives de la Maison-Blanche, de l'Élysée et de l'Union européenne, l'auteur dévoile comment les États-Unis ont formé cet homme sans foi ni loi pour servir leurs intérêts en RDC, en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville et dans d'autres États d'Afrique centrale où la guerre entre l'Occident, la Chine et la Russie est féroce pour le contrôle des ressources minières stratégiques insatiables. Les prédateurs dépècent, pardon, les prédateurs dépècent la RDC et pillent ses richesses. Après 20 années de recherche, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des populations locales, alors que plusieurs chefs d'État de la région et un ambassadeur européen ont été déjà assassinés. Charles Onana explique surtout comment la mise à mort de la RDC est organisée en utilisant la terreur et le mensonge dans le dessein de faire main basse sur des minerais indispensables à l'industrie mondiale de l'armement, de la téléphonie mobile et de la transition énergétique. Je dois vous dire que c'est un document explosif sur les coulisses du gigantesque massacre d'êtres humains et qui se déroule à quelques heures d'avion de nos pays occidentaux. C'est ça que je disais tout à l'heure que les Occidentaux se disent que c'est très loin, c'est à quelques heures de vol, c'est trop loin, c'est pas intéressant. Mais vraiment, il faut lire ce livre pour voir ce qui se trame dans notre région, dans la région des Grands Lacs, et vraiment voir, et surtout, moi, je conseillerais vraiment aux chefs d'État, aux gens de décision, de se saisir de ce document, de le lire attentivement. Parce qu'ils vont comprendre, ils vont découvrir beaucoup de choses qui leur échappent, je suppose, pour le moment, mais ils vont vraiment finir édifiés et peut-être prendre des décisions adéquates et appropriées. Donc, je vous remercie vraiment, monsieur Charles Onana, de nous avoir accordé ce moment pour expliquer ce qui se trame dans notre région. Et je vous fixe peut-être à la prochaine, alors, et au prochain livre, et vous serez toujours le bienvenu à la Radio Rumuri, monsieur Charles Onana. Merci beaucoup et tous mes remerciements aussi à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Mais je ne peux pas finir cette émission sans avoir une pensée tendre pour mes amis Karasira et puis pour Deo Mouchaïdi, qui sont emprisonnés aujourd'hui au Rwanda simplement parce que qui sont des Tutsis victimes du génocide de 1994, mais qui ont simplement eu tort de vouloir dire la vérité et de vouloir défendre toutes les victimes, notamment les leurs aussi. Donc, je leur adresse de là où ils sont ma pensée, mon amitié et tout mon soutien. Voilà, je vous remercie vraiment. Nous aussi, on les soutient et on les suit de près. Et on passe surtout, c'est nous à Radio Rumuri où on fait beaucoup d'émissions spéciales en Kinyarwanda pour vraiment essayer de les suivre de près pour voir comment l'injustice qu'ils subissent, peut-être qu'un jour les choses vont changer. Mais voilà, point de suspension. Je vous remercie donc et à la prochaine, M. Charles Onana. À la prochaine, merci beaucoup. Merci.